T'es-tu déjà demandé pourquoi cette personne, à qui tu accordes tant de valeur, ne t'offre que des miettes d'attention, d'affection et de considération? La plupart des gens commettent l'erreur fatale de croire qu'avec le temps, celui qui donne des miettes finira par offrir un véritable festin. Mais la réalité est bien différente, et bien plus cruelle que ce que tu imagines. Ce que tu es sur le point de découvrir va non seulement te surprendre, mais aussi te libérer d'un cercle vicieux qui a détruit ton estime de toi et gaspillé tes années les plus précieuses. Les grands philosophes stoïciens connaissaient déjà un secret sur le comportement humain que la psychologie moderne n'a confirmé que des siècles plus tard. Celui qui te donne des miettes aujourd'hui suit un schéma prévisible et il fera exactement la même chose demain. Grâce à la sagesse ancestrale du stoïcisme, tu comprendras non seulement ce que cette personne fera ensuite, mais surtout comment te protéger émotionnellement et récupérer ton pouvoir personnel. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait changer à jamais ta vision des relations et de ta propre valeur. Il existe un schéma invisible, un code secret qui régit toutes les relations humaines, mais que la plupart des gens ne voient jamais. Lorsqu'une personne t'offre des miettes émotionnelles, ce n'est pas un hasard, ni une mauvaise passe, ni même le fruit de difficultés personnelles. C'est un comportement aussi vieux que l'humanité. Les stoïciens de la Rome antique avaient déjà observé ce phénomène. Ils avaient remarqué que certaines personnes fonctionnent avec un système de valeurs internes qui détermine exactement combien elles sont prêtes à investir dans chaque relation. Et voici la partie la plus choquante. Ce système ne change pas avec le temps, pas avec les supplications, pas avec les preuves d'amour. Imagine que chaque personne porte en elle une sorte de coffre-fort émotionnel. Dans ce coffre, il y a des tiroirs. Certains sont immenses, d'autres de taille moyenne, et quelques-uns sont aussi petits qu'une boîte d'allumettes. Le tiroir qui porte ton nom détermine exactement la quantité d'attention, d'affection, de temps et de considération que tu recevras. Et souvent, tu découvres avec douleur que ton tiroir a toujours été minuscule. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal ou que tu n'as pas assez donné, mais simplement parce que, dans la hiérarchie de cette personne, tu n'es pas en haut de la liste. Tu as sûrement remarqué des signes, mais tu les as ignorés, espérant que ce n'était que temporaire. C'est toujours toi qui appelles, toi qui proposes de se voir, toi qui entretiens le lien. Peut-être as-tu aussi remarqué que lorsque tu parles, l'autre semble absent, comme si ton attention était un luxe que tu ne méritais pas. Et le plus cruel, ces personnes développent une capacité presque surnaturelle à te donner juste assez pour te garder près d'elles. Un message tendre quand elles sentent que tu t'éloignes. Une attention soudaine quand tu commences à baisser les bras. Une petite surprise quand elles voient que tu remets la relation en question. Ce n'est pas toujours volontaire. C'est un réflexe profondément ancré, un mode de fonctionnement appris avec le temps. Le plus douloureux, c'est que ces personnes ne sont pas nécessairement mauvaises. Elles peuvent être polies, aimables quand ça les arrange, et même montrer de vrais élans d'affection. Mais ces moments sont comme des gouttes de pluie dans un désert, suffisants pour entretenir une petite flamme d'espoir, jamais assez pour étancher ta soif émotionnelle. Les stoïciens enseignaient que le premier devoir de celui qui cherche la sagesse est de voir la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. La vérité, c'est que ces personnes continueront à te donner des miettes, parce que ça leur suffit pour te garder. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Tu t'es peut-être demandé si tu exagérais, si tu étais trop exigeant, si tu demandais trop. Ces doutes ne viennent pas de nulle part. Ils sont semés dans ton esprit par ces miettes. Chaque petit geste te pousse à croire que tu es injuste, qu'en réalité, l'autre tient à toi, que tu devrais patienter. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas fou, pas excessif, et que tu ne demandes pas trop. Tu as simplement reconnu un schéma qui était là depuis toujours. Et une fois que tu le vois clairement, tu ne peux plus l'ignorer. Ce schéma ne parle pas de toi, mais de l'autre. Ce n'est pas un reflet de ta valeur, mais de la capacité limitée de cette personne à créer des liens profonds et sincères. Quand tu acceptes cette vérité,
quelque chose de puissant se produit. La brume se lève, la confusion disparaît, et tu peux enfin voir la relation pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle pourrait être. Mais il y a une dimension encore plus piégeuse. Les miettes d'attention agissent comme une drogue. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité biologique. Chaque fois que quelqu'un qui t'ignore habituellement t'accorde soudain un geste tendre, ton cerveau libère une grande dose de dopamine, exactement comme lorsqu'on gagne à un jeu de hasard. Et le cerveau adore les récompenses imprévisibles. Elles déclenchent des réactions bien plus fortes que les attentions régulières. Le problème? Comme pour toute drogue, ton cerveau développe une tolérance. La prochaine fois, il faudra un peu plus d'attention pour te donner la même euphorie. Et quand cette personne t'ignore à nouveau, le manque que tu ressens est réel et physique. Ce n'est pas du drame, c'est ton cerveau qui réclame sa dose. Voilà pourquoi tu te sens accro, pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier. Tu ne luttes pas seulement contre tes émotions, mais contre un système biologique programmé pour te maintenir attaché. Et c'est là que commence ta libération. Comprendre ce mécanisme, c'est briser l'illusion. Voir la vérité, c'est le premier pas vers la liberté émotionnelle. Parce que tu mérites bien plus que des miettes. Tu passes ta vie à courir après une récompense incertaine. Les stoïciens, bien avant que la neuroscience moderne ne le confirme, avaient déjà identifié ce phénomène. Ils l'appelaient les fausses passions. Des émotions intenses, basées sur des choses qui échappent totalement à notre contrôle. Ils avaient compris que lorsque tu places ton bonheur entre les mains d'une autre personne, surtout si cette personne est imprévisible, tu deviens son esclave émotionnel. Ce qui rend les miettes d'attention encore plus addictives, c'est l'élément d'espoir. Chaque petit geste, chaque signe, chaque mot nourrit la fantaisie que cette personne a enfin réalisé ta valeur. Tu interprètes chaque message, chaque regard, chaque petite faveur comme la preuve que les choses sont en train de changer. Cette espérance constante te maintient dans un état d'attente à la fois douloureux et agréable. Tu te surprends à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, à analyser chaque interaction, à chercher des indices, à tenter de déchiffrer un soi-disant code secret qui révélerait enfin l'amour caché derrière ses comportements. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun code à déchiffrer, aucun amour dissimulé à découvrir. Il n'y a qu'une personne qui a appris, consciemment ou non, qu'elle peut te garder près d'elle en t'offrant le minimum possible. Et plus tu acceptes ces miettes, plus tu lui enseignes qu'elles suffisent. Le cycle devient encore plus cruel lorsque tu commences à te sentir reconnaissant pour ces miettes. Un simple bonjour après une semaine de silence te fait l'effet d'un cadeau. Une invitation de dernière minute à une sortie sans intérêt te laisse sur un nuage pendant des jours. Et le jour où tu te surprends à remercier quelqu'un pour t'offrir les restes émotionnels qu'il ne donne à personne d'autre, c'est la preuve que tu es devenu accro au schéma. Une personne qui connaît sa valeur ne remercie pas pour le minimum. Elle reconnaît ce minimum pour ce qu'il est, insuffisant. Elle cherche des relations où elle peut donner et recevoir une abondance émotionnelle. Ce qui est le plus triste, c'est de réaliser tout le temps et l'énergie que tu as gaspillé à essayer de transformer des miettes en festin. Tout ce temps passé à analyser chaque mot, chaque silence, à justifier son comportement comme si c'était des gestes précieux. Pendant que tu étais hypnotisé par ces miettes, les personnes qui auraient réellement valorisé ta présence sont passées inaperçues. La bonne nouvelle, c'est que comme pour toute addiction, il est possible de se libérer de ce cycle. Mais la première étape, c'est de reconnaître ton addiction, d'accepter que le problème n'est pas le manque d'amour de l'autre, mais ton excès de tolérance. Et de comprendre que ton bonheur ne peut pas dépendre de doses imprévisibles de validation externe. Car voici ce que tu dois savoir. Lorsqu'une personne adopte le schéma de ne te donner que des miettes, elle ne s'arrête jamais là. Il existe une progression naturelle et prévisible dans son comportement, une logique cruelle mais précise. Et plus tu acceptes ces miettes, plus cette progression s'accélère. Au début, les miettes peuvent te sembler suffisantes. Un message par-ci, un rendez-vous par-là, quelques instants d'attention sincère. Tu te dis que c'est mieux que rien. Mais cette résignation est exactement la lumière verte qu'elle attendait. Elle teste jusqu'où elle peut tirer la corde. Et quand elle réalise que tu ne pars pas, que tu acceptes le minimum,
quelque chose change à jamais dans votre dynamique. La première étape, c'est la diminution de la qualité des miettes. Si auparavant ces messages étaient en chaleureux, ils deviennent froids et monosyllabiques. Si vous pouviez parler pendant des heures, elle écourte désormais les conversations. Si elle se souvenait de tes dates importantes, elle les oublie. C'est une lente érosion de la considération qu'elle te portait. Mais ce n'est pas la partie la plus douloureuse. Le pire, c'est l'augmentation de son indifférence émotionnelle. Elle ne prend même plus la peine de faire semblant. Elle annule vos rendez-vous au dernier moment, te laisse parler seule, répond à tes messages importants avec un simple emoji, ou pas du tout. Sans le savoir, elle est en train de t'entraîner à accepter toujours moins. Chaque fois que tu ne réagis pas à un manque de respect, chaque fois que tu ravales ta colère, tu lui envoies un message. La prochaine fois, tu peux faire pire. Et cette escalade mène à un stade encore plus cruel, le mépris. Elle commence à se sentir supérieure à toi. Elle prend des décisions importantes sans te consulter. Elle parle de toi comme si tu étais sans importance. Elle te garde en plan B émotionnel, pour les moments où personne d'autre n'est disponible. Le plus tragique, tu finis par intérioriser ce traitement. Ton esprit essaie de donner du sens à la situation et conclut que peut-être tu ne mérites pas plus. Peut-être que tes attentes sont irréalistes. Peut-être que tu devrais être reconnaissant pour ce que tu as. Et quand tu en arrives là, le cycle est complet. Ta faible estime de toi justifie le mauvais traitement, et ce mauvais traitement renforce ta faible estime de toi. À ce stade, elle peut aller encore plus loin, te demander des services sans jamais te rendre l'appareil, se défouler sur toi, t'humilier, te ridiculiser, en sachant que tu ne diras rien. Le plus douloureux dans tout ça, c'est que tu participes toi-même à cette escalade. Chaque excuse que tu trouves à son comportement, chaque fois que tu minimises ce que tu ressens pour éviter le conflit, tu lui donnes la permission de te traiter encore plus mal. Quand tu acceptes les miettes avec le sourire, tu enseignes que ces miettes sont suffisantes. L'escalade ne s'arrête pas parce que tu as opposé de la résistance. Elle s'arrête seulement lorsqu'il n'y a plus rien à escalader. Quand tu as été réduit à une version si petite de toi-même qu'il n'y a plus moyen de la diminuer davantage. Quand ton estime de toi est si détruite que tu n'as même plus l'énergie de demander davantage. Quand tu es devenu si prévisible dans ton acceptation qu'elle n'a même plus besoin de faire un effort pour te garder près d'elle. Mais peut-être que l'aspect le plus cruel de cette escalade, c'est qu'elle est totalement inutile. Cette personne pourrait simplement te dire qu'elle n'est pas intéressée par une relation plus profonde. Elle pourrait être honnête à propos de ses limites émotionnelles. Elle pourrait te libérer pour que tu puisses trouver quelqu'un qui valorise réellement ta présence. Mais cela demanderait un courage et une honnêteté qu'elle ne possède pas. À la place, elle choisit la solution facile, te maintenir dans une incertitude permanente, t'offrant juste assez pour t'empêcher de partir, mais jamais assez pour vraiment te satisfaire. C'est une forme de cruauté déguisée en relation, où tu paies le prix émotionnel le plus élevé, tandis qu'elle reçoit tous les bénéfices. La seule façon d'arrêter cette escalade, c'est de refuser d'y participer. C'est reconnaître les premiers signes et avoir le courage de dire non avant qu'il ne soit trop tard. C'est comprendre que tu apprends aux gens à te traiter non pas parce que tu dis mériter, mais parce que tu acceptes réellement. Les signes inévitables. Il y a toujours un moment crucial dans une relation basée sur des miettes, où les signaux deviennent si clairs que les ignorer exige un effort conscient pour fuir la réalité. Ces signes ne sont ni subtils, ni ambigus, ni ouverts à interprétation. Ils crient une vérité que tu connais probablement déjà dans ton cœur, mais que tu as peur d'affronter. Premier signe, la différence flagrante entre la façon dont cette personne te traite et la façon dont elle traite les personnes qu'elle considère importantes. Tu peux le remarquer dans les situations sociales, sur les réseaux, ou simplement en observant comment elle parle des autres. Elle répond immédiatement aux messages de certaines personnes, mais met des jours à répondre aux tiens. Elle annule vos rendez-vous pour accepter d'autres invitations. Elle se souvient des détails importants de la vie de tout le monde, sauf des tiens. Ce n'est pas un hasard, c'est le reflet clair de la hiérarchie qu'elle a dans sa tête, et tu n'es pas en haut de la liste, probablement même pas au milieu.
Le plus douloureux est de réaliser que cette place était fixée dès le départ et n'a jamais changé, peu importe tes efforts. Deuxième signe, sa réaction lorsque tu abordes le sujet. Les personnes qui tiennent vraiment à toi sont inquiètes à l'idée de te blesser. Elles s'arrêtent, écoutent, s'excusent sincèrement et font de vrais changements. Mais quelqu'un qui ne donne que des miettes réagit autrement. Il minimise tes sentiments, t'accuse d'exagérer, te fait culpabiliser, promet des changements qui ne viennent jamais ou apporte de petites améliorations temporaires juste pour te calmer. Il peut même se poser en victime, comme si tu étais injuste de demander plus. Ce comportement défensif montre qu'il sait exactement ce qu'il fait. Troisième signe, la constance des mêmes schémas. Peu importe le nombre de discussions, de promesses ou de secondes chances, le comportement revient toujours. Il y a peut-être de courtes périodes où il semble avoir changé, mais inévitablement, tout redevient comme avant. Et pour elle, la normalité, c'est de te donner le minimum. Ce n'est pas un problème d'oubli ou d'organisation, c'est un choix. Et tu n'es pas une priorité suffisante pour provoquer un vrai changement. Quatrième signe, ce que tu ressens la majorité du temps. Une relation saine, même avec ses hauts et ses bas, te fait sentir aimé, respecté et valorisé. Mais avec des miettes, tu es constamment anxieux, dans le doute, insatisfait. Tu passes plus de temps à te demander où tu en es qu'à profiter de la relation. Cinquième signe, les compromis que tu n'aurais jamais imaginé faire. Tu acceptes des rendez-vous de dernière minute, tu annules tes propres projets pour t'adapter, tu avales des paroles blessantes pour éviter les conflits, tu réduis tes besoins pour coller à ce qu'elle est prête à donner. Chaque concession est un morceau de ta dignité sacrifié sur l'autel de l'espoir. Sixième signe, les réactions de ton entourage. Les vrais amis et les proches qui tiennent à toi finissent par s'inquiéter. Même s'ils ne le disent pas tout de suite, tu le ressens dans leur regard, leur silence, leur changement de sujet. Ils voient ce que tu refuses de voir. Tu as changé, perdu confiance, perdu de l'énergie. Et quand ils finissent par te le dire, leurs mots sont toujours les mêmes. Tu mérites mieux. Septième signe, tu compares ta relation à celle des autres. Tu observes des couples ou des amis qui partagent un amour mutuel et ça te pince le cœur. Tu entends d'autres parler avec tendresse et fierté, alors que toi, tu peines à trouver du positif à dire. Cette comparaison n'est pas de la jalousie. C'est ton cœur qui te rappelle que tu reçois moins que ce que tu mérites. Huitième signe. Tu deviens une version plus petite de toi-même. Tu négliges tes amis, tes passions, tes rêves. Tu reportes tes projets parce que tu mets toute ton énergie dans cette relation bancale. Et plus le temps passe, plus tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Toutes ces preuves sont là, aussi claires que la lumière du jour. La vraie question n'est pas « est-ce que ces signes existent ?» mais « aurais-je le courage de les voir et d'agir ?» Car une fois que tu vois la vérité, l'ignorer devient un choix conscient. Et ce choix, c'est celui de continuer à te blesser. Parfois, quelque chose en toi fait simplement « clic » et tu vois toute la situation avec une clarté qui te semblait autrefois impossible. Les anciens philosophes stoïciens appelaient cela l'éveil de la raison. Le moment où tu parviens enfin à séparer ce que tu ressens de ce qui se passe réellement. Cet éveil ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui commence lorsque tu cesses de lutter contre la réalité et que tu décides enfin de la regarder en face. C'est à ce moment-là que tu mets de côté toutes les excuses, toutes les justifications, toutes les illusions, et que tu te poses la question, que se passe-t-il vraiment ici? Et la réponse, aussi douloureuse soit-elle, finit par avoir du sens. Le premier pas dans cet éveil est de comprendre quelque chose qui peut sembler dur, mais qui est libérateur. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres. Peu importe à quel point tu t'efforces d'être parfait, patient ou compréhensif, tu n'as aucun pouvoir sur les décisions des autres. Et ironiquement, c'est là que se trouve la clé de ta liberté. Les stoïciens enseignaient qu'il existe une division fondamentale entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ils appelaient en cela la dichotomie du contrôle.
C'est sans doute le concept le plus puissant pour quiconque est prisonnier de relations toxiques. Tu ne contrôles pas si la personne te valorisera, mais tu contrôles si tu continueras à accepter des miettes. Tu ne contrôles pas si elle changera, mais tu contrôles si tu choisiras d'attendre un changement qui ne viendra peut-être jamais. Cette prise de conscience change tout, car elle te sort de la position de victime pour te replacer en acteur de ta propre vie. Tu réalises que tu n'es pas prisonnier du comportement de l'autre, mais de tes propres choix. Et si tes choix t'ont amené ici, ils peuvent aussi t'en sortir. Le deuxième aspect de l'éveil stoïcien est de développer ce que les anciens appelaient la vision objective. Cela signifie apprendre à observer une situation sans le filtre de tes émotions, de tes désirs ou de tes espoirs. C'est regarder ta relation comme le ferait un observateur neutre et se poser des questions simples. Cette personne me montre-t-elle réellement qu'elle me valorise? Ses actions correspondent-elles à ses paroles? Suis-je heureux la plupart du temps à ses côtés? Quand tu peux répondre à ces questions sans adoucir les réponses, sans inventer des excuses, sans te réfugier dans des scénarios idéalisés, tu vois enfin la vérité. Et comme les stoïciens l'ont toujours su, la vérité peut blesser au début, mais elle libère toujours à la fin. Le troisième élément de cet éveil, c'est comprendre que ta paix intérieure ne peut pas dépendre de facteurs extérieurs. Tant que tu mets ton bonheur entre les mains de quelqu'un qui ne t'offre que des miettes, tu remets le contrôle de ta vie émotionnelle à une autre personne. C'est comme dire « Mon bonheur dépend de la façon dont tu me traites aujourd'hui ». Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Et cette dépendance attire précisément ceux qui se satisfont de donner le minimum, car ils savent que tu resteras, reconnaissant pour si peu. L'éveil stoïcien t'apprend que tu es complet par toi-même. Ton bonheur, ta paix, ta valeur n'ont pas besoin d'être validés par qui que ce soit. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas désirer des relations profondes et sincères, mais que tu les veux depuis un lieu de force et non de manque. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose d'étonnant se produit. Tu deviens naturellement moins accessible aux personnes qui offrent des miettes et plus attirant pour celles qui ont un amour véritable à donner. C'est comme si ta fréquence émotionnelle changeait et que tu commençais à attirer des gens qui vibrent sur la même longueur d'onde que toi. Le quatrième aspect de cet éveil est ce que les stoïciens appelaient le courage moral. Agir selon tes valeurs, même lorsque c'est difficile, même lorsque ça fait mal, même lorsque personne ne comprend. C'est avoir le courage de dire non à des relations qui ne te servent pas, même si cela signifie être seul pendant un temps. Beaucoup restent coincés dans des relations faites de miettes par peur de la solitude. Mais l'éveil stoïcien t'enseigne qu'il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. Tu peux être entouré et profondément isolé si personne ne te voit vraiment. Et tu peux être seul et en paix si tu es en harmonie avec toi-même. Le cinquième élément est de comprendre qu'établir des limites n'est pas de la cruauté, mais de l'amour-propre. Dire à quelqu'un « je n'accepte plus d'être traité ainsi » n'est pas être exigeant, c'est définir un standard minimum de respect. Les limites ne sont pas des murs qui éloignent les autres, ce sont des filtres qui laissent entrer les bonnes personnes et éloignent celles qui ne veulent offrir que le strict minimum. Enfin, peut-être l'aspect le plus puissant de cet éveil, réaliser que tu as toujours eu la clé de ta propre prison émotionnelle. Tu as toujours eu le pouvoir de dire non aux miettes et oui à l'abondance. Ce qui te manquait, c'était le courage de l'utiliser. Et quand tu choisis enfin de t'élire toi-même, les gens qui comptent vraiment restent et restent d'une manière plus authentique et respectueuse. Ceux qui ne savaient offrir que des miettes disparaissent ou changent leur comportement en comprenant qu'ils n'ont plus le pouvoir de te retenir avec si peu. L'éveil stoïcien ne consiste pas à devenir dur ou insensible, mais à devenir sage et sélectif. Il s'agit de reconnaître que ton temps, ton énergie et ton amour sont précieux et doivent être investis là où ils sont vraiment honorés. Vient alors l'étape la plus pratique, le blindage émotionnel. Ce n'est pas se fermer au monde, c'est apprendre à ressentir pleinement
sans se laisser détruire par ceux qui ne méritent pas l'accès à tes émotions les plus profondes. C'est comme installer un filtre qui ne laisse passer que les énergies qui nourrissent ton bien-être. Le premier composant de ce blindage, c'est la vigilance intérieure. Être conscient de tes propres schémas émotionnels et des pièges que ton esprit peut créer. Reconnaître les premiers signes que tu recommences à accepter des miettes, cette gratitude excessive pour de petits gestes, cette habitude d'excuser des comportements incohérents, ou encore cette tendance à réduire tes besoins pour t'adapter à ce qu'on te donne. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. C'est savoir où tu es vulnérable pour mieux te protéger. Parce que dans le monde des relations, tes faiblesses sont souvent liées à tes besoins émotionnels non comblés et à tes peurs les plus profondes. Et une fois que tu en as conscience, tu deviens capable de reprendre le contrôle. Le deuxième élément de ton blindage émotionnel consiste à créer ce que l'on pourrait appeler des règles non négociables. Ce sont des critères clairs et objectifs sur la manière dont tu acceptes d'être traité. Des critères qui ne changent pas selon ton humeur, ta solitude ou ton espoir que quelqu'un finisse par changer. Ce sont des lignes tracées dans le sable. Une fois franchies, elles entraînent des conséquences automatiques. Par exemple, décider que tu n'acceptes plus d'être annulé au dernier moment, sans explication valable et sans excuse sincère. Ou refuser les conversations où l'autre est clairement distrait ou désintéressé. Ou encore, ne plus tolérer que l'on te contacte uniquement lorsque tous les autres plans de la personne sont tombés à l'eau. Ces règles doivent être précises, mesurables et surtout applicables. Le troisième élément est de développer ce que les anciens philosophes appelaient l'indifférence préférentielle. Cela ne signifie pas que rien ne t'importe, mais que tu ne laisses pas tes sentiments pour quelqu'un brouiller ta capacité à évaluer son comportement objectivement. Tu peux beaucoup aimer quelqu'un et reconnaître malgré tout qu'il ne te traite pas bien. Tu peux être attiré par une personne et malgré cela, choisir de ne pas investir ton énergie dans une relation qui n'a pas d'avenir. Cette indifférence préférentielle est l'une des compétences les plus difficiles à acquérir, car elle va à l'encontre de tous les contes de fées qui nous répètent que l'amour triomphe de tout. Mais la vérité, c'est que l'amour seul ne suffit pas. Il doit être accompagné de respect, de considération et d'efforts sincères. Ta protection émotionnelle t'apprend à valoriser l'ensemble du package, pas seulement le sentiment isolé. Le quatrième élément consiste à créer des systèmes de soutien qui ne dépendent pas de la personne qui t'offrait des miettes. Cela signifie investir du temps et de l'énergie dans d'autres amitiés, dans des passe-temps qui t'apportent du plaisir, dans des activités qui te font te sentir accompli, indépendamment de l'état de ta relation. Il s'agit de diversifier tes investissements émotionnels pour qu'aucune personne n'ait un contrôle total sur ton bien-être. Beaucoup acceptent les miettes parce qu'ils ont placé tous les œufs de leur bonheur dans le même panier. Toute leur joie, tout leur sentiment de valeur, tout leur espoir pour l'avenir repose sur une seule personne. Quand cette personne n'offre que des miettes, ils se désespèrent car ils n'ont pas d'autre source de satisfaction émotionnelle. Ton blindage émotionnel, lui, inclut toujours plusieurs sources de joie et d'épanouissement. Le cinquième élément, c'est développer ce que l'on pourrait appeler une mémoire émotionnelle. Cela ne veut pas dire oublier les mauvaises expériences, mais ne pas laisser les bons moments isolés, effacer les mauvais schémas constants. Les personnes qui offrent des miettes sont expertes pour créer des instants magiques juste au moment où tu es prêt à partir. Elles ont un timing presque surnaturel pour te donner un peu plus d'attention quand elles sentent que tu t'éloignes. Mais ton blindage émotionnel t'apprend à voir ces moments pour ce qu'ils sont vraiment. Non pas la preuve d'un changement sincère, mais des tactiques, conscientes ou non, pour te retenir. Tu apprends à valoriser la constance plutôt que l'intensité, les schémas globaux plutôt que les moments isolés, les actions répétées plutôt que les promesses occasionnelles. Le sixième élément est ce que les stoïciens appelaient les cercles de préoccupation. Tu investis ton énergie émotionnelle dans des cercles concentriques, les personnes les plus proches du centre
reçoivent plus de ton attention et de ton soin, tandis que celles qui sont plus éloignées en reçoivent moins. Et la position de chacun dans ces cercles dépend de son comportement, pas de tes sentiments pour lui. Cela signifie que quelqu'un qui n'offre que des miettes glisse automatiquement vers les cercles les plus extérieurs, peu importe à quel point tu es attiré par cette personne. Et à l'inverse, quelqu'un qui démontre un soin sincère et constant se rapproche de ton cercle intime, même si au départ, tu ne ressentais pas une passion débordante. Le 7e élément de ta protection émotionnelle consiste à créer des rituels de soins personnels qui te reconnectent à ta propre valeur quand c'est nécessaire. Ces rituels peuvent inclure la méditation, l'exercice physique, des activités créatives ou simplement des moments de solitude où tu te rappelles qui tu es lorsque tu n'essaies pas d'impressionner ou d'obtenir l'approbation de qui que ce soit. Ces pratiques agissent comme des ancres émotionnelles qui te ramènent à ton centre chaque fois que tu sens que tu te perds à nouveau dans des relations qui ne te servent pas. Elles te rappellent que tu es complet par toi-même et que toute relation doit t'ajouter à ta vie, pas être ta seule source de bonheur. Enfin, le 8e élément peut être le plus important est de développer la capacité de dire non sans culpabilité et de dire oui seulement quand tu le veux vraiment. Ta protection émotionnelle inclut une barrière automatique contre les demandes, attentes ou sollicitations qui ne sont pas alignées avec tes valeurs et tes priorités. Cela veut dire apprendre à dire non aux invitations de dernière minute quand tu préfères rester chez toi, non aux conversations qui t'épuisent, non aux relations qui exigent que tu sois moins que ce que tu es pour fonctionner. Et dire oui seulement aux opportunités, aux personnes et aux expériences qui contribuent réellement à ton bonheur et à ta croissance. C'est ici que commence la partie la plus révolutionnaire de ton voyage. Reconquérir ton pouvoir personnel. Ce pouvoir, tu l'as souvent remis sur un plateau à quelqu'un qui ne savait même pas en reconnaître la valeur. Il ne t'a pas été volé. Tu l'as donné à travers 1000 petites concessions, 1000 excuses acceptées, 1000 fois où tu as choisi l'espoir plutôt que la réalité. Mais voici la bonne nouvelle. Si tu as pu donner ce pouvoir par tes choix, tu peux aussi le reprendre par tes choix. Et ce processus est plus simple que tu ne le crois, même s'il demande un courage que tu ignorais peut-être posséder. La première étape pour récupérer ton pouvoir est d'arrêter d'essayer de convaincre l'autre que tu mérites mieux. Cela peut sembler paradoxal, mais chaque fois que tu expliques ta valeur à quelqu'un, tu admets implicitement qu'elle est discutable. Une personne qui connaît sa valeur n'a pas besoin de la défendre, elle la vit. Pense-y. As-tu déjà essayé de convaincre quelqu'un que le soleil brille? Non, parce que c'est une évidence. Ta valeur doit être perçue de la même façon, claire, indiscutable. Lorsque tu cesses de défendre ta valeur et que tu agis simplement comme quelqu'un qui en a, quelque chose de magique se produit. La deuxième étape consiste à reprendre le contrôle de ton agenda émotionnel. Tu cesses de structurer tes humeurs, tes projets et tes attentes autour du comportement imprévisible de quelqu'un d'autre. Tu arrêtes de vérifier compulsivement si la personne a vu tes messages. Tu cesses d'analyser chaque mot à la recherche de signes cachés. Tu descends de cette montagne russe émotionnelle qu'elle a créée pour toi. À la place, tu bâtis un agenda émotionnel centré sur tes activités, tes relations et tes objectifs. Tu prévois des moments avec des amis qui se soucient vraiment de toi. Tu investis du temps dans des passions qui te donnent un plaisir authentique. Tu fais des plans pour l'avenir qui ne dépendent de l'implication ou de l'approbation de personne. Ce changement te replace au centre de ton propre univers émotionnel. La troisième étape, qui peut sembler difficile au début mais qui est libératrice, est de ne plus être disponible en permanence. Ce n'est ni un jeu ni une manipulation, c'est simplement avoir ta propre vie, qui ne tourne pas autour de la moindre miette qu'on voudra bien te lancer. Quand cette personne revient vers toi après des jours de silence, tu ne réponds pas immédiatement comme un réflexe conditionné. Tu réponds quand toi tu en as envie. Après avoir réfléchi à si tu veux vraiment avoir cette conversation, tu changes ta façon d'agir. Lorsqu'elle te propose un rendez-vous à la dernière minute, tu ne changes plus tes plans. Tu refuses poliment si tu as déjà un autre engagement, même si cet engagement
consiste simplement à passer une soirée tranquille chez toi. Ce changement de comportement crée un choc dans le système que vous aviez tous les deux instauré. Pour la première fois, cette personne réalise que tu ne fonctionnes plus selon les règles qu'elle dictait. Cela l'oblige à vraiment se demander si elle veut faire un effort sincère pour rester dans ta vie ou si elle préfère te laisser partir. Le quatrième aspect pour récupérer ton pouvoir est de développer ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'abondance. Au lieu d'agir comme quelqu'un désespéré d'obtenir de l'attention, tu te mets à agir comme quelqu'un qui a des options. Et la vérité, c'est que tu as toujours eu des options. Tu étais simplement trop concentré sur une seule possibilité pour voir les autres. Cela signifie sortir de chez toi, rencontrer de nouvelles personnes, accepter des invitations que tu aurais autrefois refusées parce que tu voulais garder du temps pour quelqu'un qui n'avait même pas confirmé sa présence. Cela signifie flirter sainement avec d'autres, non pas pour provoquer la jalousie, mais pour te rappeler que tu es désirable et intéressant. Cela signifie investir en toi d'une manière qui montre clairement au monde que tu te respectes et que tu te valorises. Le cinquième élément est peut-être le plus puissant de tous. Ne plus accepter les excuses et explications peu convaincantes. Quand quelqu'un annule à la dernière minute, tu ne te contentes plus d'une vague « quelque chose est arrivé » comme justification. Quand une personne disparaît pendant une semaine puis revient comme si de rien n'était, tu ne fais pas semblant que tout va bien. Quand quelqu'un te traite mal puis minimise son comportement avec un « tu sais que je t'adore », tu ne laisses plus passer. Ce nouveau mode de fonctionnement oblige les autres à mieux se comporter ou à quitter ta vie. C'est un filtre naturel qui sépare ceux qui tiennent vraiment à toi de ceux qui se sont habitués à te voir comme une option de secours. Le sixième aspect consiste à retrouver ta curiosité pour d'autres personnes et d'autres possibilités. Quand tu es obsédé par quelqu'un qui ne t'offre que des miettes, tu perds la capacité de t'intéresser sincèrement aux autres. Tout le monde paraît moins intéressant comparé à ton obsession, même si cette obsession te traite mal. Récupérer ton pouvoir, c'est rouvrir ton cœur et ton esprit pour rencontrer des personnes qui peuvent réellement enrichir ta vie. C'est donner une chance à ceux qui montrent un intérêt constant pour toi, même si ce n'est pas la montagne russe émotionnelle à laquelle tu étais habitué. C'est redécouvrir que les relations saines, même si elles semblent calmes au départ, offrent une forme de bonheur bien plus profonde et durable. Le septième élément est de créer de vraies conséquences aux comportements inacceptables. Il ne s'agit pas de vengeance ou de drame, mais simplement de laisser les actes des autres produire leurs effets naturels. Si quelqu'un annule régulièrement vos rendez-vous, il cesse de recevoir des invitations. Si quelqu'un ne vient te voir que quand il a besoin de toi, tu cesses d'être disponible pour ses demandes. Si quelqu'un te traite comme une seconde option, tu cesses de le traiter comme une priorité. Ces conséquences enseignent aux autres comment tu veux être traité, bien plus efficacement que 1000 conversations à ce sujet. Elles créent un système où les mauvais comportements ne sont tout simplement pas récompensés par ta présence, ton attention ou ton énergie. Enfin, le huitième et dernier aspect pour reprendre ton pouvoir est de développer une confiance inébranlable. Tu sauras que tu iras bien, peu importe ce qu'une personne spécifique décide de faire. Cela ne veut pas dire que tu ne te soucies de personne, mais que tu refuses de laisser qui que ce soit avoir un contrôle total sur ta joie. Tu développes la certitude que si quelqu'un quitte ta vie, tu rencontreras des personnes encore meilleures. Si quelqu'un décide de ne pas te valoriser, tu trouveras quelqu'un qui le fera. Si quelqu'un t'offre seulement des miettes, tu auras la force de refuser et d'aller chercher l'abondance ailleurs. Cette confiance devient une prophétie autoréalisatrice. Lorsque tu crois vraiment que tu mérites le meilleur et que tu agis en conséquence, tu attires ce meilleur. Quand tu cesses d'accepter des miettes, les gens commencent soit à t'offrir un véritable festin, soit à quitter la scène pour laisser la place à ceux qui sont prêts à le faire. Reprendre ton pouvoir ne consiste pas à te venger de ceux qui t'ont donné si peu, mais à te reconnecter avec la personne forte, précieuse et complète que tu as toujours été, mais que tu avais oubliée pendant un temps.
c'est redevenir le protagoniste de ta propre histoire, plutôt qu'un simple personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire. J'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.